Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie au Québec. Donc, la semaine dernière, un petit résumé, là, on a fait l'épisode 6 qui était sur la découverte d'une exoplanète recouverte d'eau faite par une équipe québécoise avec l'Université de Montréal. Donc, allez écouter ça si vous n'avez pas eu le temps. C'était vraiment intéressant, puis il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'apprentissage là, puis c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut découvrir ici même là, au Québec. Ensuite de ça, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes. Écrivez-moi à emile.demers.1@hotmail.com. J'apprécierais grandement si vous avez des projets intéressants que vous pensez qui valent la peine. Aujourd'hui, on est à l'épisode 7 avec M. Simon Lapointe, donc qui est sur, dans le fond, les traumatismes crâniens. Donc, j'ai décidé de nommer l'épisode Soigner les traumatismes crâniens avec l'ingénierie mécanique. Salut Simon, comment ça va? Ça va super bien, là. Merci pour l'invitation. Puis en fait, le titre, ça représente réellement sur quoi que j'ai travaillé justement à la maîtrise, là. Fait que c'est un bon choix. Excellent, merci. Ouais, merci beaucoup pour mon choix de titre. Puis, tu sais, c'est peut-être un bon endroit où commencer. J'ai remarqué sur le site web, je l'ai résumé avec traumatisme crânien, mais j'ai remarqué sur le site web que vous aviez de ta compagnie qui s'appelle Encéphalix, c'est bien ça? Exactement, oui. Encéphalix, que vous aviez aussi, en fait, c'est pas seulement pour les traitements des traumatismes crâniens, mais aussi les AVC, les hématomes, ou les hématomes sous-durales, j'ai aucune idée c'est quoi. Peut-être que tu vas pouvoir peut-être m'expliquer c'est quoi là, avant de commencer. Là. J'ai aucune idée. Oui, ben en fait, tantôt on pourra rentrer un petit peu plus dans le sujet, là, parce que c'est par rapport à des tests, là, puis c'est le Mhm. clou du spectacle, en fait, là. OK. Mais justement, pour faire une petite parenthèse, là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que la problématique visait globalement les traumatismes crâniens quand j'ai commencé le projet en 2019. En fait, la source de la problématique provenait directement des traumatismes crâniens. Puis en fait, c'est que on s'est rendu compte que nos tests étaient tellement concluants que la possibilité en fait de soins s'est vraiment ouvert là, de notre produit. Ce que je veux dire, c'est on s'est vraiment rendu compte que ça pouvait être utile dans plusieurs cas et dans plus de lésions qu'on espérait. OK, fait qu'il y a vraiment un range un petit peu plus large que ce que vous aviez espéré au début. Ben tant mieux, tu sais. Je veux dire, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Non, On va en exactement. Puis profiter. surtout quand on a comme projet, en fait, il y a un projet entrepreneurial avec ça. Tu sais. Le Mhm. fait d'ouvrir à d'autres lésions, d'autres types de traitements, ben, dans le fond, c'est d'ouvrir à de nouveaux marchés. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis justement, le point de vue entrepreneurial, c'est un truc que je suis content quand même d'avoir. C'est dans le podcast, on a eu quelques fois des choses comme ça, des projets qui sont démarrés. Puis je suis vraiment content de t'avoir parce que peut-être qu'on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de c'est quoi de démarrer une petite entreprise comme ça qui peut, espérons-le, grandir à des proportions très très grandes, là, qui est en tout cas certainement potentiel. Fait que justement, là, tu as dit que le projet avait été commencé en 2019, puis c'est un peu là-dessus que je voulais commencer. Je me demandais, toi, dans le fond, là, on est en 2022, fait que ça fait à peu près 3 ans. Je sais que je pense que tu as fait une maîtrise de ce que j'ai vu. Tu es probablement au doctorat, là, ça se peut-tu? Ben, en fait, non, c'est juste ma maîtrise qui a été bien étirée là, un peu à cause de la COVID et tout ça. Là, fait que, mais on peut dire que j'ai terminé la maîtrise, là, donc là, je suis vraiment à temps plein dans l'entreprise. T'es vraiment dans le projet, c'est ça, temps plein, ok. Fait qu'il n'y a pas vraiment de. T'es pas dit, des fois, le monde, c'est ça, ils startent une business, puis là, sur le côté, ils font quand même une job en même temps, mais toi, c'est ça, t'es vraiment investi là-dedans pleinement, là, ce qui est très Exactement. intéressant. Ok. Puis là, fait que c'est quoi qui t'a amené un intérêt vers la médecine? Parce qu'on s'entend que la mécanique, mettons génie mécanique, puis toi, t'as étudié à l'Université de Sherbrooke, je pense. Oui, exactement. Euh, OK. Fait que c'est quoi de mécanique à médecine, il y a quand même un gros gap. C'est quoi toi qui t'appelait vers là? C'est-tu que t'avais envie d'aller en médecine quand t'étais au cégep, puis là finalement t'as fait OK, je peux peut-être faire le pont, puis je peux peut-être revenir ou je sais pas. Non, vraiment pas, absolument pas en fait. Puis c'est ça en fait, ce qui est drôle avec cette histoire-là, c'est que pendant tout, je vais faire vraiment l'histoire là, pour bien comprendre là, comment que j'ai réussi à embarquer dans ce domaine-là sans être initialement intéressé là. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que pendant tout mon bac, je me cherchais vraiment au niveau. J'ai toujours su que je voulais être ingénieur mécanique là, puis je veux dire, on pourrait même en parler avec mes parents. Je veux dire. Moi, quand j'étais jeune, ce que je disais, c'est que je voulais être inventeur. Puis en fait, en vieillissant, on s'est rendu compte que le plus près de ça, ben en fait, c'est le domaine de l'ingénierie. Tu sais. Puis fait que j'ai toujours su que je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce que je voulais faire concrètement avec les apprentissages du domaine puis les apprentissages de l'université, ben ça,
Ça, c'est quelque chose qui restait à découvrir. Puis en fait, tout au long de mon baccalauréat, j'ai vraiment travaillé sur des projets qui étaient très concrets puis qui avaient vraiment un apport, là, j'appelle ça ben, une façon de parler, mais comme un apport à la communauté, dans le sens que je voulais vraiment travailler sur des projets, sur des problématiques euh, qui avaient comme une importance sociale, si je peux dire. Là. Puis justement, en fait, même au baccalauréat, on avait travaillé sur un nouveau tissu pour des nouveaux lits de camp, mettons pour la Croix-Rouge et pour l'armée. On a fait un brevet provisoire avec ça. On avait commencé des démarches avec des entreprises pour développer le tissu. Puis en fait, malheureusement, étant donné que j'étais encore au baccalauréat, ben, le fait que je pouvais pas continuer le développement de cette technologie-là, ben, ça a comme un peu tombé à l'eau. Mais je dirais que c'est vraiment à ce moment-là, donc on parle environ à mi-parcours du baccalauréat, que j'ai vraiment eu la piqûre de travailler sur un projet qui avait vraiment autant du potentiel, mais qui avait comme un impact positif, si je peux dire. Ouais, ouais. Puis en fait, j'ai continué cette volonté-là à travailler sur des projets à impact positif à mon projet de fin de bac. Ça, en fait, qui a commencé justement environ 2 ans avant la fin du bac. Là. Puis j'ai travaillé sur une maison à faible empreinte éco-énergétique et écologique avec avec Habitat pour l'Humanité Québec. Donc, on OK. a travaillé vraiment sur une maison là, vraiment très éco-énergétique avec des matériaux écologiques, principalement du Québec. Puis on a vraiment, en plus de faire le développement et de concevoir cette maison-là, bien, on l'a bâtie. Et il y a maintenant une famille qui habite à l'intérieur. Donc, on a remis cette maison-là avec un arrangement financier que ça, c'est Habitat pour l'Humanité qui gère. Mais le OK. but, c'était vraiment de donner, en fait, cette maison-là à une famille à faible revenu dans la région de l'Estrie. Puis c'est ça qu'on a réussi à faire dans notre projet de fin de bac. Ah, ouais. Fait Fait que là, qu'encore une fois, ouais. c'est vraiment la possibilité de redonner à la communauté, puis de travailler Ben sur oui. quelque chose qui a un impact, puis tu sais, veux pas, c'est comme de se sentir important, là, si on veut. Donc, Ouais, ça peut. ouais. C'est un peu. Dit de même, c'est comme. Je sais que c'est pas comme ça que tu veux le dire, mais à chaque fois qu'on dit ça, on veut pas avoir l'air d'avoir un ego élargi, là, mais tu sais, C'est c'est. ça. Il y a du bon là-dedans, là. C'est ça. Puis le pire, c'est quand que je dis ça, tu sais, il y a un peu d'égoïsme là-dedans, là, puis il faut être transparent. Là. Je veux dire, oui, je vais avoir le sentiment de redonner, mais je sais que c'est aussi la manière dont je me sens que j'aime travailler dans ces projets-là, tu sais. Puis de façon transparente, ben, c'est vrai que c'est un peu à cause de ça. Ouais. Puis en fait, ça a continué en fait cette volonté-là. Puis en fait, c'est le docteur, justement, le docteur Yorio Morin, que lui, ça c'est vraiment la fin de mon parcours de baccalauréat, donc en 2019. Je finissais le travail de la maison pour Habitat pour l'Humanité. Et j'avais quand même un 5e stage à effectuer. Et Mhm. puis, le docteur Yorio Morin, lui, vivait beaucoup de problématiques là, dans ses salles de chirurgie. Puis, en fait, il a décidé de faire un programme de stage avec les fonds de la famille Jean Morin, puis les fonds, en fait, de la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Et Mhm. ils ont lancé vraiment un programme de stage pour répondre à des problématiques dans le domaine de la santé. OK. Et en fait, tout simplement, j'ai appliqué à ce stage-là et j'ai commencé en 2019 à faire mon 5e stage dans le domaine de la santé parce que OK. j'aimais les projets qui avaient un impact, puis je me suis rendu compte que qu'est-ce qui avait le plus d'impact que réellement le domaine de la santé, puis c'est là que j'ai eu la piqûre, Ouais. puis c'est là que je travaillerais nulle part ailleurs que dans le domaine de la santé à partir de ce moment-là. Ouais, c'est incroyable parce que tu sais, mettons, les projets, c'est drôle ce que tu as dit. Nous, à l'Université Laval, on avait c'est le projet intégrateur là, qui s'appelait, puis ça durait pas 2 ans comme toi. Là, tu sais, nous, on a commencé dans la dernière session, je pense, ou à la dernière session, puis c'est pas, je pense que c'est pas spécifique à l'université, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets intégrateurs comme lui qu'on a fait qui étaient bien intéressants, tu sais, sur papier, puis on était quand même fiers, mais au final, il a pas vraiment abouti nulle part. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool de voir qu'il se concrétise, là, j'imagine. Puis là, de voir que ça l'a un peu mené après ça où tu es aujourd'hui, là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cool. Là. C'est ça, fait que là, c'est ça, tu as mentionné le docteur, je pense, il est comme spécialiste, professeur, chercheur, il a comme plusieurs titres, là, Christian. Ouais, exactement. Il arrive, Il y a beaucoup de titres. Là. ouais, c'est ça. Fait que lui, dans le fond, fait que c'est ça. Lui, c'est un peu le. Dans votre projet, là, tu as parlé qu'il faisait vraiment partie de la synthèse du projet. Lui, j'imagine que c'est un peu le know-how niveau médecine, ça vient sûrement de lui, là.
Oui, c'est ça, exactement. Fait que lui, en fait, c'est ça, le projet a parti à. Je veux dire, c'est pas juste lui qui vivait cette problématique-là, donc il y avait d'autres collègues neurochirurgiens. À l'époque, en fait, il était à son R6, donc à sa dernière résidence en neurochirurgie. Puis en fait, même pendant les pratiques de résidence, ben, il voyait déjà cette problématique-là, puis il a voulu l'intégrer dans son programme de stage. Puis justement, tout au long de mon stage, tout au long de ma maîtrise, et même encore là aujourd'hui dans l'entreprise, qui est d'ailleurs en fait encore impliqué, là, le docteur Yorio Morin fait partie de cette entreprise-là, ben c'est encore vraiment le directeur médical là, tout au long de ce parcours-là. Là. Fait que OK. c'est lui en fait qui nous permettait de. Nous, on a la spécialité au niveau mécanique et tout ça, mais on avait vraiment le support du docteur Yorio Morin tout au long du projet pour vraiment s'assurer que ça concorde bien avec le développement médical. T'sais. Fait que là, ben c'est ça, c'est quoi, d'où vient vraiment le. T'as dit qu'il vivait beaucoup de problématiques, lui et ses collègues. C'est quoi en réalité la problématique à la base de votre projet? J'ai mentionné au début que c'était relié au traumatisme crânien, aux AVC et tout, mais c'est quoi, c'est né de où ça dans le fond? Ben, c'est une bonne question. Puis en fait, on va continuer l'explication avec les traumatismes crâniens parce que c'est justement ce qui est vraiment le plus facile à comprendre. Puis je vais faire justement l'analogie avec les AVC et les hématomes sous-duraux. Mais la grosse problématique, c'est que présentement, au niveau d'un. Dans le fond, un traumatisme crânien, là, ça survient souvent après, par exemple, un accident de voiture, une chute ou même pendant la performance là, de sport extrême ou toutes sortes d'activités qui feront en sorte que il y a un accident et il y a un gros choc à la tête. Et dans des points critiques, ce qui va arriver, c'est que le cerveau, là, comme n'importe quel muscle, quand il y a un choc, quand il y a un très grand choc, eh bien, il va enfler. Mhm. Et dans certains cas, l'enflure est tellement grande que les chirurgiens ont comme seule option que d'ouvrir littéralement la boîte crânienne pour laisser le cerveau enfler librement. OK, pour pas qu'il Puis, soit contraint dans le crâne. exactement. Parce que ce qui arrive, c'est que là, étant donné que contrairement à un muscle qui est comme on pourrait dire à l'extérieur, il n'est pas à l'extérieur de notre corps, mais je veux dire, la seule contrainte qu'il y a, c'est la peau, donc ça peut enfler. Ben, contrairement au cerveau, que lui, il est comprimé dans une boîte crânienne. Fait qu'il n'y a pas de place pour enfler. Puis ça, en fait, ça va causer l'augmentation de la pression intracrânienne. Puis quand on est dans un cas d'hypertension intracrânienne, donc on dépasse un seuil critique, eh bien là, les chirurgiens, il faut qu'ils opèrent d'urgence ces patients-là. Puis ils leur ouvrent la boîte crânienne, ils leur Ouais. enlèvent un morceau de crâne pour que le cerveau enfle librement. Fait que ça, c'est-tu. Je me demande parce que je connais des gens qui ont eu des commotions cérébrales. Est-ce qu'un traumatisme crânien, c'est toujours une commotion cérébrale ou une commotion cérébrale, c'est comme un faible traumatisme crânien? On pourrait plus voir ça comme ça, effectivement. OK. OK, fait que là, bon, fait que là, ils doivent ouvrir le cerveau, ils doivent procéder à une chirurgie. Puis je pense avoir compris que d'habitude, ça prend à peu près 2 chirurgies pour faire l'opération d'ouvrir le cerveau et d'ajouter quelque chose à la place. Mais de ce que je comprends, dans votre cas, ça ne requiert qu'une chirurgie. C'est bien ça l'avantage, je pense. Exactement. Ce qui est problématique avec le traitement présentement, c'est effectivement ça, c'est que le traitement complet est divisé en 2 interventions. Donc, la première intervention, qui est la craniectomie décompressive, où est-ce que le chirurgien doit couper la peau, avoir accès au crâne, il va scier un volet osseux là, qui est pratiquement la moitié du crâne du patient. Là. Donc, c'est vraiment un énorme bloc de crâne qui est retiré. Ah, Mais ça, ce ouais, ok. bloc-là, oui, va aller dans un congélateur pour être remis quelques mois plus tard lors de la deuxième intervention, la cranioplastie. Fait une fois que le volet est retiré du crâne, eh bien la peau est refermée et là, le cerveau peut enfler librement. Mais là, ce qui arrive, c'est que le cerveau, il n'y a pas de protection. La seule chose qu'il y a par-dessus, c'est la peau. Fait que pendant la réhabilitation de ces patients-là, pendant leur continuité d'hospitalisation, ben, n'importe quel choc, n'importe quelle chute pourrait ultimement causer la mort. Ben oui, Et puis là, ils ont sûrement des genres de casques en plastique en attendant, là, j'imagine. J'ose imaginer, je sais pas. ça dépend des cas. En fait, la majorité du temps, ils n'ont pas de casque. Ok, même pas, Puis ok. dans même bien des cas, ils retournent chez eux en attendant la deuxième intervention. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'après plusieurs mois, après plusieurs semaines, eh bien là, quand va venir le temps qu'ils ont une place en chirurgie, parce qu'en fait, la deuxième intervention n'est pas critique. Donc, c'est pour ça qu'ils attendent aussi longtemps. Et là, ils devront passer à travers une deuxième intervention chirurgicale, donc deuxième anesthésie générale. Ils doivent se faire raser les cheveux au complet à nouveau. On doit réouvrir une plaie qui est en train de cicatriser.
Et il y a le fait, bien sûr, qu'ils ont une deuxième hospitalisation. Donc, le traitement est vraiment sur une très longue période. Et nous, en fait, sur quoi qu'on a travaillé, c'est vraiment de combiner ces deux interventions-là en une seule qui s'appelle la cranioplastie dynamique. OK, donc c'est vraiment de dire on enlève un morceau du crâne et on remet un morceau qui est comme fait d'un matériau spécifique. Puis on le laisse aller après, c'est tout ça? Ou c'est comment ça marche? Il garde dessus le morceau de son crâne? Ou... Ben, c'est là que vient en fait toute la magie. C'est qu'au début, on travaillait vraiment très fort sur un remplacement du volet crânien. Et puis en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on va on a gardé le volet osseux, mais on essaie de trouver une méthode pour justement être capable de le garder puis de le fixer, mais qu'il soit capable de bouger puis de suivre l'enflure du cerveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé des nouvelles plaques de fixation dynamiques qui peuvent directement se fixer après le volet osseux et après le crâne. Puis le volet osseux, en fait, il va monter avec l'enflure du cerveau, donc il va suivre la phase aiguë du cerveau. Puis lorsque le cerveau va finir d'enfler, ben celui-ci va revenir à sa position initiale et le volet va venir se re-ancrer en position neutre. Et on n'a pas besoin d'opérer le patient. Les plaques restent jusqu'à la fin de vie du patient. Il n'y a aucune problématique au niveau de la biocompatibilité. Donc le patient est opéré seulement une fois et on est capable d'offrir la décompression adéquate pour ultimement sauver la vie du patient. Fait que là, ok, mais c'est quand même incroyable. Mais là, je m'essaie de me le picture dans ma tête. Donc, si il garde toute sa vie, ça veut dire que ce matériel-là d'extra, qui est comme qui agit probablement en sorte de ressort ou d'élastique, il se cache-tu en dessous de la boîte crânienne ou il est vraiment, ou les cheveux ou le cuir chevelu, tu sais, ça rentre où ça à peu près? En fait, le défi mécanique provenait justement du fait que euh, ce qu'on a, sur quoi qu'on a travaillé, là, c'est seulement 0,4 mm d'épaisseur. La difficulté là, vraiment d'ingénierie provenait justement de l'épaisseur qu'on devait travailler. Donc, étant donné que c'est sur la boîte crânienne et sous la peau, on devait travailler avec vraiment un profil minimal. Puis on était capable en fait de développer une plaque qui est seulement de 0,4 mm d'épaisseur. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que c'est très très petit. Wow. Fait que c'est intéressant, ok. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils viennent prendre ça et j'imagine qu'ils doivent prendre des médicaments en même temps pour, dans le fond, pour faire en sorte que le corps accepte ça au début ou, tu sais, parce que souvent on entend parler, mettons, du monde qui se font acheter des vis ou des plaques dans le corps. Puis là, au début, il y a des fois des problèmes de compatibilité, justement. Là. Je suis pas tant un expert là-dedans non plus, là, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça. Il n'y a pas tant de problématiques à ce niveau-là parce qu'on travaille avec un des matériaux les plus biocompatibles qui n'existent pas, autre que ta propre peau, par exemple. Donc, on travaille avec du titane. Du titane là, qui est vraiment reconnu dans le domaine médical. Là, que, en fait, il y a très peu de cas de rejet. C'est un produit, un métal, en fait, qui est très noble, donc qui s'insère bien dans le corps humain sans faire de problématiques. Mais au niveau des médicaments, c'est sûr qu'habituellement, dans un cas comme ça, un cas extrême, là, où est-ce que les patients, par exemple, ils ont un accident de voiture, eh bien, habituellement, le traumatisme crânien fait partie de leur blessure et ils ont toute une panoplie de traitements Oh my god. qui survient avec ça et des médicaments qui viennent avec ça. Donc, on travaille sur une partie, en fait, on travaille sur les traumatismes crâniens, mais habituellement, les patients qui ont ça, souvent, malheureusement, ils ont beaucoup d'autres lésions à gérer. Puis le fait de diminuer une intervention quand on est en période de réhabilitation, on essaie de guérir de toutes ces maladies-là, ben pas toutes les maladies, mais de toutes ces lésions-là, et Mhm. bien juste enlever une intervention, ça peut diminuer beaucoup de complications, là, puis diminuer en fait la réhabilitation des patients. Ok. Je commence à comprendre assez bien c'est vraiment quoi le produit. Euh, toi, dans le fond, tu sais, on a parlé tantôt du docteur Christian, excuse-moi, Yorio Morin, Morin. c'est ça? Ouais, exact. Euh, c'est quoi, toi, dans le fond, ton niveau de médecine, ton niveau de connaissance en médecine que tu as dû acquérir pour en arriver là? J'imagine que tu as dû passer beaucoup de temps dans avec, mettons, peut-être avec des corps ou avec des patients qui ont ces problèmes-là ou en hôpital. Tu sais. C'est quoi, dans le fond, la collecte de données que tu as faite pour ça? T'as-tu vraiment juste acquis ce que tu avais besoin pour le projet ou tu as dû te faire un genre de baseline en médecine, en connaissance de médecine pour en arriver là? Ben, on peut dire un certain baseline, mais un baseline, je veux dire, très certainement pas proche, par exemple, les connaissances, par exemple, d'un neurochirurgien ou d'un résident en neurochirurgie. Là. Mhm. Mais reste que j'ai été chanceux, en fait, puis pendant le programme de stage, c'est là qu'a commencé, en fait, cette espèce
de début de savoir-là dans le domaine. Là. Dans le fond, les premières semaines de l'intervention, la seule chose que je faisais, c'est assister aux interventions chirurgicales. Donc, OK. j'allais littéralement là, dans les salles d'opération, puis je regardais comment que les professionnels de la santé font comment ils travaillent dans les salles d'opération. Puis justement, parce que pour être capable de développer un produit pour une intervention chirurgicale, ben, il faut connaître toute la réalité dans la salle d'intervention, le avant, le après, tout ça. Puis en Mhm. fait, ces semaines-là m'ont justement permis d'apprendre, là, premièrement, c'est quel genre de professionnel de santé travaille là, tout au long du traitement de ces patients-là. Puis c'est quoi, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils attendent, eux autres, d'un produit comme un nouvel instrument chirurgical. Donc, quelles sont leurs demandes par rapport à ça? Puis en fait, au niveau, après ça, plus poussé, au niveau de l'intervention chirurgicale elle-même, eh bien, en fait, ça, c'est au début de la maîtrise où est-ce que j'ai vraiment travaillé avec, justement, commencé à lire des articles scientifiques, dont vraiment bien comprendre la chirurgie en tant que telle, pourquoi qu'on la fait, quels sont les types d'œdèmes qui sont présents lors des lésions cérébrales et tout ça. Donc, je dirais que je suis allé chercher un niveau de connaissance, mais vraiment très propre à l'intervention chirurgicale sur laquelle je travaille, et aussi après ça pour le fonctionnement dans les salles de chirurgie. Mais je dirais quand même de façon Ouais. transparente que c'est très léger là, comme C'est connaissance. rien. Donc, Ouais, comparé à l'étendue d'où que ça se rend, toi, c'est très minime, là, c'est ça que tu dis. c'est ça, exact. Je veux dire, je Ouais. participe à des réunions de recherche en neurochirurgie, puis je veux dire, je connais 0.00001%. Là, je veux dire, Mhm. c'est vraiment très, très axé sur la chirurgie sur laquelle je travaille en tant que tel, puis le reste, je veux dire, pour moi, c'était comme du superflu. C'était superflu, là, je veux dire. Il fallait vraiment que je me consacre à la problématique elle-même, puis trouver une solution. Ouais, ben c'est normal, tu sais. Je pense que, tu sais, dans tous les projets, il y a tout le temps au début la phase de vraiment définir les requis, puis faire un genre de cahier des charges ou une matrice de requis. Puis souvent, tu sais, ils nous disent souvent que, tu sais, le client à qui tu vas demander c'est quoi ses requis, souvent lui-même ne sait pas exactement c'est quoi ses requis. Fait que c'est pour ça qu'on est obligé de vraiment poser les questions qu'il n'a pas pensé poser. Puis dans ton cas, ben, t'es allé sûrement te croiser les bras puis juste à regarder pendant sûrement des longues heures. J'imagine que ça doit être des grosses chirurgies quand même, là, regarder les opérations Ouais, en c'est ça, cours. ça dépend lesquels, là, mais j'ai assisté à des opérations comme toute la journée au complet, là, donc 8 heures en ligne, là, puis je veux dire, ils sont pas toutes comme ça. Là. Par exemple, si on prend la cranioplastique, c'est plus 1 heure et demie habituellement, là, mais reste que c'est quand même des grosses interventions. Là. Quand on touche au crâne, là, je veux dire, il y a beaucoup de précautions qui sont prises et tout ça, donc ça rallonge le temps de chirurgie. Est-ce que c'est des. C'est un peu de la morbidité de demander, là, mais je dois m'informer parce que j'ai déjà eu la surprise d'apprendre que quand ils font des chirurgies avec des os, quand ils doivent couper des os, souvent ils utilisent carrément des scies, là, des grosses scies qui ont l'air. Je sais pas, je me rappelle plus c'est quand la première fois que j'avais vu ça, j'avais trouvé ça vraiment intense, la manière qu'ils font ça. Quand ils coupent un crâne, j'imagine qu'ils utilisent un genre de petit Dremel avec une petite lame. Là, ça ressemble à quoi dans le fond quand ils coupent le crâne? Ben c'est ça, c'est comme premièrement, ils doivent percer le crâne, là, qu'on appelle des trous de trépas pour pouvoir insérer justement ces lames de scie-là pour être capable de scier. Puis en fait, c'est comme des petits tubes rotatifs abrasifs. Donc, une fois qu'ils sont rentrés dans un de ces trous de trépas-là, ben, ils peuvent faire un trait de scie toute la grandeur qu'ils ont besoin. Mais pour revenir en fait à la question des opérations d'os, là, en fait, oui, puis en fait, même le docteur Yorio Morin dirait la même chose que moi. Là. Je veux dire, c'est de la mécanique. Là. Je veux dire, moi, j'ai déjà vu des opérations chirurgicales faites. Puis écoute, je sais pas si je dois dire ça, là, mais je veux dire, c'est pas un secret pour personne. Mais je veux dire, même sur des colonnes vertébrales, puis je veux dire, c'est des coups de marteau et tout ça. Là, c'est- Ok. c'est de la grosse mécanique. Là, je veux dire. Tu sais, Wow. des os humains, veut pas, c'est solide. Puis quand on doit Ouais. rentrer des tiges ou quand on doit visser des plaques et tout ça, je veux dire, oui, les outils qu'ils utilisent sont plus beaux, je veux dire, c'est de grade médical, mais ultimement, si c'est une espèce de scie sauteuse grade médical, reste une scie sauteuse, Ouais. tu sais. Ouais, ça, on s'attend à ce que ça soit, quand on pense à la chirurgie, on pense à de la délicatesse, mais des petits instruments. Mais là, c'est ça, des coups de marteau, puis comme si tu essayais de déjammer un bout de métal d'un autre bout de métal, là, genre, là, tu sais. Exactement, oui. Aïe, aïe, ok. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, ça m'a comme fait penser. J'imagine que les trous qui percent au début pour se faire un genre de trait de scie, j'imagine que juste les trous doivent aider à relâcher la pression dans le crâne, même avant d'aller tout ouvrir. Ça se peut-tu ou il me semble que j'ai déjà entendu ça? L'origine de la craniectomie décompressive provient justement des trous de trépas. Fait que oui, c'est vrai. Fait que dans le temps, ils faisaient justement ce qu'on appelle des trous de trépas pour essayer de diminuer un peu la décompression intracrânienne, mais
je veux dire, c'est pas suffisant. Là. Puis je veux dire, pour être capable de faire vraiment une différence, surtout dans des points critiques comme ça, c'est pas des petits trous là, qu'il faut retirer. Là. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est la moitié du crâne là, qui est Ouais, retiré c'est pour être assez capable immense. de diminuer ça. Puis même dans certains cas, ils vont enlever les deux côtés du crâne du patient. Donc, il reste comme un espèce de mohawk. Là. Ça ressemble vraiment à ça. Là. Donc, il y a Ok, dans le juste milieu. une ligne sur le dessus de la tête comme qui reste de crâne qui lie en fait la partie frontale de la partie, on va dire, arrière de la tête. Là. Puis en fait, les deux côtés sont littéralement enlevés dans les cas là, vraiment très, très, très critiques. Là. Hey, c'est ok, ouais, wow, ça marque l'imaginaire. Là, je serais. Fait que maintenant qu'on on a passé la partie morbide de l'émission, dans le fond, ça ressemble à quoi le processus, dans le fond, pour breveter des inventions comme ça, puis le processus de commercialisation quand tu as un lien, de ce que j'ai cru comprendre, un lien assez étroit avec l'Université de Sherbrooke, puis ta propre entreprise, puis tu sais, tu as un chercheur là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a comme beaucoup de parties prises. C'est-tu compliqué? C'est-tu long? Je pense que vous êtes dans ce processus-là, là, si je ne me trompe pas. Oui, puis en fait, je veux dire, je dois mentionner, avant de commencer à expliquer le processus, que vraiment, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, c'était vraiment, ils ont tous travaillé de bonne foi. Je veux dire, tout le monde a travaillé très fort là-dessus, mais c'est un complexe qui a été particulièrement complexe tout de même, même si, je veux dire, tout le monde a donné le maximum qu'il pouvait. Là. Donc, c'est un processus là, au niveau de la définition de la propriété intellectuelle qui a pris quand même 2 ans. Ok, Donc, juste wow, de ouais. définir comment que cette propriété intellectuelle-là est définie a pris quand même 2 ans parce qu'on se trouvait dans une situation complexe où est-ce que c'est un projet qui a débuté dans le cadre d'un stage, mais dans le cadre d'un stage qui était quand même relié à l'université. Mais le fait que j'étais étudiant au bac, habituellement, la propriété intellectuelle appartient aux étudiants au bac, mais j'ai Ouais. continué le projet à la maîtrise et là, on tombe dans un autre échelon qui fait en sorte que les projets qui sont développés à la maîtrise, habituellement, c'est plus associé à l'université. Mhm. Donc, étant donné que c'est ça, comme que je dis, c'est un projet qui a été échelonné sur beaucoup de temps, puis qu'il y a eu beaucoup d'implications de diverses personnes puis de diverses sphères, a fait en sorte que la définition elle-même de la propriété intellectuelle a été très complexe. Mais quand même, reste on a réussi en fait à faire un transfert technologique de la technologie vers l'entreprise, vers Encéphalix, qui s'est très bien passé, même si ça a été très long. Mhm. Euh, Puis justement, maintenant que ça a été défini, ben on a pu appliquer justement un brevet provisoire avec l'université. En fait, c'est la société de valorisation de l'Université de Sherbrooke, donc TransferTech, qui s'occupe, nous dans notre cas, de tout ce qui se passe, de tout le cheminement de la propriété intellectuelle et de la protection de cette propriété intellectuelle-là. Ok. Donc, en octobre 2021, on a appliqué pour notre brevet provisoire pour justement protéger là, cette innovation-là. Ok, fait que c'est intéressant. Ben, au moins, tant mieux que c'est réglé, ben, que ça semble être presque totalement réglé. Là. Fait que là, vous êtes probablement en attente de l'acceptation. Donc, je me demandais, là, sinon, fait on revient au sujet des plaques. Je m'étais noté une question que je me demandais, c'est quoi les genres d'analyses puis les genres d'études que tu as faites pour en arriver là? Genre, d'analyse, je parle, mettons, analyse par élément fini, des modèles 3D. Tu sais, j'imagine, une affaire que j'ai appris, c'est que, mettons, des formes de, de, de- de membres humains, là, tu sais, carrément la géométrie de l'humain, souvent c'est quelque chose qui est assez bien répertorié. Là. Il y a des données moyennes par rapport à ça. Mais tu sais, mettons que tu veux faire un modèle 3D d'une plaque qui fit sur un crâne moyen, j'imagine que tu dois étudier plusieurs formes différentes. Tu sais. Ben, en fait, il y a eu 2 aspects au projet. Donc, comme je mentionnais, au début, on travaillait vraiment plus sur une prothèse que sur des plaques de fixation. Puis d'ailleurs, la prothèse, c'est un autre projet là, qu'on va continuer le développement, là, mais on est plus orienté vers les plaques. Là. Mais il reste qu'il y a quand même eu une étude volumétrique qui a été faite. Donc, quand je dis étude volumétrique, c'est qu'on a étudié vraiment des dizaines de patients du CHU de Florimont qui ont été traités là, avec l'accord éthique du CHU. Puis, en fait, ces, euh, avec ces données-là, ben moi, ce que j'étais capable de faire, c'est recréer en 3D le crâne des patients pour prendre des mesures volumétriques, des dimensions, des ouvertures qui avaient été faites, l'épaisseur des crânes, le rayon de courbeur, par exemple, et tout ça. Donc, c'est ça qui m'a permis, en fait, de me définir une base. Mais pour ce qui est des plaques de fixation dynamique, ben là, c'est un petit peu moins complexe parce qu'étant donné que les plaques sont universelles, bon, on est capable, en fait, d'en faire l'installation sur n'importe quel crâne. Mais d'où était la difficulté, en fait, provenait pas
pas de son installation sur les crânes, par exemple, sur différents rayons de courbure, mais provenait vraiment de sur la capacité dynamique. Parce que comme j'ai mentionné, en fait, on fait une plaque qui est 0,4 mm d'épaisseur, puis elle doit s'allonger de plus de 5 mm, même jusqu'à 10 mm. Donc, on se trouve vraiment une déformation là, qui est très, très, très importante. Puis la majorité des matériaux, et même le titane, tout dépendamment de sa géométrie, ben, on serait en déformation plastique. Donc, en fait, juste pour faire un petit crash course, là, je sais que tu es au courant, mais au niveau de la déformation plastique, c'est l'endroit où est-ce qu'on ne veut pas se rendre dans la déformation des matériaux. Donc, on a la déformation élastique qui fait en sorte que les matériaux reviennent dans leur position initiale, puis la déformation plastique où est-ce que le matériau reste à cette déformation-là. Puis nous autres, dans le crâne, ben, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Puis tout provient en fait de la géométrie qui a été développée tout au long de ce projet de maîtrise-là. C'était vraiment de travailler fort sur cette possibilité-là. Et en fait, on s'est grandement inspiré du principe d'origami pour être capable justement d'en arriver à un système qui offre un déploiement tout en restant dans le domaine élastique. Wow, ok. Fait que, ben là, j'imagine que tu voudras sûrement pas entrer tant que ça dans le détail, vu que c'est j'imagine en cours de brevet, mais quand tu parles d'un inspiré de l'origami, puis j'avais vu ça, puis ça m'avait intrigué, j'imagine que tu parles des genres de plis qui agissent donc comme des genres de ressorts, fait que des genres de lamelles ressorts probablement, qui peuvent donc se déformer avec une bonne élongation sans nécessairement entrer dans le domaine de formation plastique. Ben, en fait, c'est ça. On a été inspiré de l'origami, mais on peut pas faire des plis directement parce que si on plie, on commence à rajouter de l'épaisseur, on commence à avoir un système qui est plus épais. Donc, en fait, on s'est vraiment redirigé vers ce qu'on appelle des compliant mechanisms, fait que des mécanismes. Il n'y a pas vraiment de traduction française. On a regardé, là, donc on peut pas juste dire mécanisme compliant, ça n'existe pas. Donc, on parle vraiment de mécanisme élastique, là. Donc, c'est vraiment comme on a été capable de prendre ce principe d'origami-là puis le transférer dans une possibilité de déformation élastique qui fait en sorte qu'il n'y a aucun pli dans la pièce, mais qu'elle est capable d'offrir ce déplacement-là par sa géométrie. Ah, wow, ok, il va falloir. Je pourrais peut-être. Je vais jeter un coup d'œil sur les compliant mechanisms. Je connaissais. Peut-être que j'ai déjà vu ça dans le fond sans vouloir savoir que c'était ça, mais Puis je si vais je me peut-être. souviens bien, en fait, un des chercheurs là, qui a grandement inspiré le projet, c'est Larry Howell. Si je me souviens bien, là, ça va être à revérifier. Là, je veux pas me tromper de nom, là, mais justement, qu'il y a un très beau vidéo YouTube là, qui explique très bien, puis un livre en fait que j'ai lu par rapport à ça qui est très, très, très intéressant. Puis c'est ça. Puis en fait, là, c'est on s'est inspiré de l'origami, on s'est redirigé vers les mécanismes compliants. Puis en fait, c'est vraiment par une étude de géométrie puis d'analyse par éléments finis, combinée à des essais physiques, qu'on a été capable d'y aller comme par semi-itération. Donc, à chaque essai, on apprenait vraiment les avantages de telle géométrie. Puis on continue à pousser en fait l'évolution de ces géométries-là via justement des simulations avec les essais physiques. Puis on a été capable en fait d'arriver à un système qui est fonctionnel. Mais là, fait que dans le fond, un peu comme les vaccins, quand tu dis c'est fonctionnel puis qu'il y a eu des essais physiques, est-ce que vous avez testé donc sur des vraies personnes, des personnes qui avaient des chirurgies, qui avaient des chirurgies carrément, ou vous devez avoir genre une approbation de la FDA ou de Santé Canada avant de se rendre là? En fait, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits dans les laboratoires de mon superviseur de maîtrise, qui est en fait le professeur Denis Rancourt, qui justement est comme, on pourrait dire, spécialisé dans la bioingénierie. Puis on avait justement accès à de la machinerie, à des instruments qui permettaient en fait d'évaluer la capacité mécanique du système. Fait qu'en fait, tout le début du projet, c'est vraiment fait en laboratoire. Mais pour vraiment être capable de voir l'intégration de ces systèmes-là en fait, dans le corps humain, donc avec l'effet de la peau, avec l'effet, par exemple, de l'installation directement sur l'os, eh bien, grâce à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, eh bien, on a eu justement en juillet accès à 2 cadavres pour faire nos tests. Donc, avec le docteur Yorio Morin et d'autres collègues, on a littéralement opéré deux cadavres, là, donc 2 personnes qui ont toutes fait les démarches au niveau éthique, mais qui ont donné leur corps à la science. On a été capable de faire les 2 interventions, puis de simuler un cas d'hypertension intracrânienne pour voir l'efficacité de nos plaques de fixation dynamique.
Wow, ben c'est ça, ok. Fait que comment vous avez fait pour simuler ça? Tu mets une genre de pompe puis tu pompes le sang dans le cerveau. Je veux dire, ça a l'air cru dit de même, là, mais. En fait, c'est quasiment pire que ça. Ok. Euh, ouais, en fait, on a eu, ça c'est une drôle d'histoire, donc on a vraiment pensé très fort à comment on va être capable de simuler un cas d'hypertension intracrânienne dans un crâne qui, en fait, un crâne d'une personne décédée, donc on peut pas, le cerveau ne peut plus enfler à cette période-là. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'il y a un chirurgien plasticien de Sherbrooke qui a été très généreux, puis je me rappelle plus de son nom, là, mais qui nous a donné, en fait, des prothèses mammaires qui sont utilisées, par exemple, dans le cas d'une femme qui a eu une ablation du sein, par exemple, pour un cancer du sein. Donc, c'est comme une espèce de prothèse mammaire qu'on peut injecter petit à petit du liquide pour habituellement euh, essayer d'aller rechercher l'élasticité de la peau avant de mettre une prothèse plus grande. Donc, juste pour faire c'est que si on met une prothèse ordinaire qui est très volumique dans une peau qui n'est pas encore très élastique, ben, ça pourrait faire beaucoup de tension sur la cicatrice, puis ça pourrait mal guérir. Donc, ils ont des prothèses qui peuvent se gonfler petit à petit, et c'est littéralement ça qu'on a mis dans le crâne de ces cadavres-là, qu'on a gonflé, puis qu'on a été capable de pousser le cerveau sur le volet dynamique, puis de voir en fait l'évolution du déplacement via des CT scans qu'on a fait à la faculté de médecine. Wow, ok. Fait que c'est vrai que c'est quand même drôle c'est quand même drôle comme méthode, là. C'est le fun de voir le niveau d'inventivité puis de créativité qui a mené à ce test-là. C'était vraiment. Non, c'est ça, exact. C'était. Je veux dire, c'est juste le fait. le- C'est pas simplement le fait que notre système a fonctionné qui était très incroyable par rapport à ce test-là, c'est que tout simplement, on a été capable de recréer un cas d'hypertension que juste cet aspect-là a fait en sorte que le test a été un succès. Puis après ça, on rajoute le fait que après l'analyse de nos résultats, bon, on se rend compte que nos plaques sont encore plus efficaces que ce qu'on avait mesuré en laboratoire, là. Sur le site web, justement, vous mentionniez, ou tu mentionnais, avancement, ben dans le fond, il était question d'un processus d'homologation auprès de la FDA de Santé Canada. C'est le processus d'homologation, donc c'est vraiment le processus pour vraiment l'acceptation du projet ou puis comment ça va à ce niveau-là, tu sais? Ben, en fait, c'est justement, fait, étant donné que là, j'ai terminé ma maîtrise, que moi et mes collègues, on est vraiment dans le projet, dans le fond, de commercialisation de ces nouvelles plaques-là, ben, la première chose qu'il faut faire, en fait, c'est d'obtenir notre approbation de Santé Canada pour faire des tests sur des humains. Parce qu'en fait, on a testé sur des cadavres, puis on est capable de montrer que le système, en fait, il faut continuer à le démontrer à Santé Canada, mais c'est de montrer en fait que c'est sécuritaire pour les patients qui pourront l'utiliser et qu'il n'y a pas de risque supplémentaire lors de la chirurgie. Puis en fait, tout ce processus d'homologation-là qu'on commence, ce qu'on veut ultimement, c'est d'avoir notre, en français, je ne le sais pas, là, mais c'est notre Clinical Trial Clearance, donc en 2024. Et grosso modo, ce que ça veut dire, c'est on veut avoir notre approbation pour recruter des patients humains en 2024 pour justement commencer des essais et continuer notre processus d'homologation. Donc ça, en fait, ça va être des études de phase 2 qu'on appelle. Donc c'est vraiment pour démontrer la sécurité puis la validation d'installation. Et en fait, ce qu'on veut ultimement, c'est commencer en 2025 les ventes de ce produit-là. OK, fait que vous avez un timeline assez bien établi, puis ça m'amène justement à me questionner. Je sais que vous êtes encore en recherche de financement. Fait que, tu sais, avez-vous en même temps d'autres projets en vue? Comment ça va? Ben, en fait, c'est ça exactement. Donc, le financement qu'on cherche présentement chez Encéphalix, c'est vraiment pour atteindre ce gros milestone-là d'approbation sur les humains. Ben, c'est important de savoir qu'entre-temps, je veux dire, il n'y aura pas de tournage de pouce parce que, veut pas, oui, on a développé le produit, donc on a un prototype qui est grandement fonctionnel, qui a été testé lors de tests cadavériques. Mais avant d'être capable de vendre un tel produit, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit faire. Donc, un produit comme ça ne peut pas se vendre seul. Donc, on doit vendre toute la quincaillerie d'installation. On doit designer, par exemple, un tournevis, des nouvelles vis, faire un bac de stérilisation, toute la méthode d'emballage et tout ça. Donc, il y a vraiment un manufacturing process qu'on doit établir pour vraiment avoir un produit qui est fini, qui est emballé, qui va être distribué là, dans les salles de chirurgie pour faire les essais cliniques. Donc, tout ça, tout ce processus-là doit quand même être établi. Puis c'est là-dessus justement qu'on travaille pendant toute cette année-là pour qu'en 2024, on arrive avec Santé Canada, on leur dit, regardez, on a un produit fini, il est tout emballé, tout est beau, tous les instruments sont là.
et on est prêt à tester sur des humains. Ok, je comprends. Fait que là, justement, fait que ça, c'est vraiment un peu la suite. C'est là que le projet s'en va. Puis, avez-vous, après ce milestone-là, as-tu d'autres plans? Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose vers quoi vous voulez vous tourner qui est un petit peu différent de ça? Ben, en fait, c'est ça. C'est que nous, spécifiquement, là, donc l'entreprise, on veut vraiment se spécialiser dans les produits neurochirurgicaux pour la chirurgie crânienne. Donc, on a déjà un pipeline là, de projets de continuité de développement. Mais ce qu'on veut vraiment en termes de court à moyen terme, ben, c'est vraiment d'entrer ce premier produit-là sur le marché. Et en parallèle, donc quand on va commencer les ventes, ben là, c'est commencer le développement d'autres produits qui se trouvent dans notre pipeline pour justement les chirurgies crâniennes. Ok. Tout en lien aux chirurgies crâniennes. Ok. Bon, ben, moi, écoute, de mon côté, ça termine pas mal l'entrevue puis les questions que j'avais pour toi. Avais-tu quelque chose que tu aimerais mentionner que tu n'avais pas eu la chance encore de mentionner? Ben en fait, c'est ce que j'aimerais mentionner, si je peux en prendre l'occasion, c'est que justement, nous, comme tu l'as mentionné, on est en démarche de financement. Donc, on est vraiment en démarche active chez Encéphalix. Et en fait, si je ne sais pas comment que ça fonctionne, s'il y a les coordonnées que je peux mentionner tout de suite, mais justement via notre site web, mais via mon adresse courriel qui est Simon barre en bas, lapointe à commercial encéphalix.ca, ben justement, on est très intéressé en fait à des possibilités de financement. Puis c'est ce qu'on est en train de faire pour la période d'automne jusqu'à décembre. Excellent, ouais, c'était l'opportunité parfaite, effectivement, pour ça. Fait que, puis je vais mettre le site d'Encéphalix dans la description du podcast. Normalement, tout devrait être là. Fait que, excellent. Ça conclut l'émission pour aujourd'hui, donc merci beaucoup pour ta présence, Simon. Merci à toi pour l'invitation. Merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.